Ok, donc bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue. Ouais, est-ce qu'on voit mon café aujourd'hui? Ouais. Hein? On voit Ah, pas. ouais, ta tasse. Ouais, on voit la tasse, ok. C'est Mhm. quoi ma belle? Ouais, ça va, ça va. Tu bois quoi aujourd'hui? Ah, gingembre. Parce que j'étais malade 2 jours là, donc Ah, Nyamokuji. Yamakuji, c'est ça même. Mais Mhm. chaud, au lieu que ce soit froid, comme ce qu'on boit au pays là. Mais ça, c'est chaud en fait. Ah, ok, ok, Ouais. ok. C'est comme, Ouais, comme une sorte de thé en fait, voilà. Avec du ok. miel. Ah, Mhm. ouais, Ouais. moi, je bois de l'eau seulement. Il n'y a pas de café ou de thé aujourd'hui. Ouais, on est un peu tard. Ouais. Donc, comment était le Ubuntu de la fois passée avec Ouais, Afis? c'était intéressant. Avec Afis, donc Afis nous a montré un peu plus nous a partagé un peu plus d'informations sur Kotlin. Mhm. On a exploré Kotlin avec Kotlin multiplateforme pour commencer à construire des applications pour le desktop. Mhm. Mhm. Donc, donc, il a fait la première partie le samedi. Donc, c'était intéressant. Il a donné vraiment beaucoup de détails pour que Mhm. c'est vraiment nouveau pour des personnes qui s'intéressent à ce secteur-là, que Mhm. les personnes puissent vraiment, enfin, il a rendu ça facile, quoi, de commencer avec desktop development. Mhm. Donc, la prochaine fois, je pense qu'il va continuer pour explorer d'autres plateformes ou déployer Kotlin multiplateforme. Puisque le mot-clé ici, c'est multiplateforme. Donc, Mhm. ça sous-entend que le même code peut être utilisé pour soit desktop ou mobile ou bien, euh, enfin, peut-être même le web. Et C'est par ça. exemple. Donc, Non, il faut dire que ces présentations sont importantes parce que la plupart du temps, on fait plus AI et puis data engineering, cloud, mais le fait qu'ils puissent faire un peu plus développement mobile, je pense que ça ouvre un peu d'autres horizons en fait. Et c'est vraiment des masterclass qu'il fait encore parce que j'ai participé à une partie de ça samedi passé. Alors, j'ai pas pu assister à la fin et tout, mais en tout cas, je trouve qu'il arrive à bien structurer ses présentations où il commence avec une base, quoi. Il peut bien expliquer les termes et tout, avant de faire maintenant la démonstration. Donc, ça permet vraiment à quelqu'un qui est novice de pouvoir commencer point zéro et puis pouvoir faire quelque chose comme en fait. Ouais. Je trouve en tout cas que s'il arrive à faire le reste des présentations, en tout cas, je pense qu'avec, si tu arrives à regarder en tout cas toutes les présentations, je sais pas que tu parles loin avec Kotlin quand même. Ouais. effectivement. Effectivement. Donc, c'était seulement la première partie. La prochaine partie, genre partie 2 de cette série de présentations qu'il a commencé là. Bon, c'est pas encore sur le calendrier, mais ça sera pour bientôt. Si. Okay. Sinon, à part ça, quoi d'intéressant cette semaine? Oh, quoi d'intéressant. Je pense que la fois passée, j'ai vu sur, je sais pas si c'était sur Instagram ou sur Facebook, Meta, euh, où Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, qui disait que dans un futur prochain, l'IA allait remplacer les développeurs. Bon, quand il dit développeurs, genre les mid-level. Mid-level, c'est-à-dire ceux qui ont un peu plus d'expérience, peut-être 5 ans plus Mhm. d'expérience, que l'IA allait. Il n'a pas dit que ça allait les remplacer tant que tel. Il a dit que l'IA allait pouvoir faire certaines tâches de ces développeurs-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas spécifiquement dit que ça allait remplacer des gens. Il a dit tout simplement que non, ça allait pouvoir faire le travail au même niveau que ces développeurs-là. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je vois que toutes ces entreprises sont vraiment en train de pousser pour investir et puis implémenter l'IA dans leur structure et tout. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? C'est que est-ce que est-ce que c'est ça le futur? Est-ce que c'est ça le futur où de moins en moins on va embaucher moins de développeurs et puis avoir peut-être, et je pense qu'on a déjà un peu touché sur ça même dans le Ubuntu Talk, Ouais, ou est-ce que il y aura moins d'embauche des développeurs et les entreprises vont se rattacher plus à l'IA pour les aider à écrire du code, ou bien c'est juste une phase, ou bien voilà quoi. Donc, seul le futur nous dira. Mais je pense que mon analyse, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Moi, selon moi, en tout cas, je pense que ils veulent essayer pour voir.
parce que c'est facile de dire qu'on va faire quelque chose et puis voilà quoi, penser que ça va forcément réussir, tu vois. Il y a beaucoup de choses que des gens ont essayé et après ça change. Un exemple que je te donne. Il y a 10 ans de cela, 10-15 ans de cela, on parlait beaucoup de data lake, de big data. Pendant 10 ans au moins, bon, on peut dire que nous tous, on a profité de ça, hein, tout ce qui est big data et tout ça, voilà. Mais aujourd'hui, on ne parle plus vraiment beaucoup de ça. Ce n'est pas pour autant dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est parlé, ce n'est pas vraiment... Genre, quand tu regardes même les jobs qu'on poste, on ne demande pas, oh, on est en train de chercher des big data developers, par exemple. Tu vois. Ça, c'est un des exemples. Un autre exemple, c'est le cloud. Toi et moi, on a déjà parlé de ça aussi. Le cloud, il y a pendant peut-être 10 ans encore, le cloud, c'était tout le monde voulait aller sur le cloud. Tu vois. Et je peux dire qu'il y a toujours des gens qui vont sur le cloud. Mais il y a un mouvement qui se passe où des gens sont en train de rebrousser chemin parce qu'ils se rendent compte que c'est pas forcément une très bonne chose de mettre tout sur le cloud. Certes, il y a certaines choses que tu peux mettre sur le cloud, mais mettre tout et être, comment dire, le mot c'est quoi, et être dépendant d'une autre entreprise pour ton infrastructure n'est pas forcément à long terme peut-être la stratégie qu'il faut faire, quoi, tu vois. Donc, en tout cas, selon moi, oui, Mark Zuckerberg peut essayer de voir qu'est-ce que l'IA peut lui rapporter à court terme, voir si ça peut faire vraiment le travail de ces ingénieurs-là. Mais on verra bien dans 5 ans si vraiment ça sera le cas, quoi. Voilà. C'est ça. J'ai essayé d'humeur à argumenter. Donc, d'abord, je commence à poser des questions. Okay. Bon, d'abord, on commence doucement. Quand tu dis que les gens se rendent compte que le cloud, c'est plus forcément ça la priorité ou bien ce qu'il faut faire en entreprise, et puis ils commencent à rebrousser chemin. Ou bien quand tu donnes l'exemple de big data, les gens parlaient de big data et puis maintenant ils en parlent plus trop. Donc, est-ce que le problème là, c'est le fait d'être dans la mode ou bien est-ce que c'est le fait que le rôle ou bien la procédure ou bien la technique soit dans l'actualité parce que ça a la mode, ça fait du buzz, ou bien est-ce que ce qui est plus important, c'est que les gens continuent d'appliquer la pratique sans forcément sans forcément en parler? Très bonne question. Il se peut que ce soit ce que tu viens de dire en dernier. Il se peut que, par exemple, pour ce qui est du big data, les entreprises ont atteint peut-être une certaine maturité où maintenant, ce n'est plus une priorité pour elles d'implémenter des solutions big data. C'est-à-dire maintenant, tout le monde est dans le big data, c'est-à-dire ils sont passés à autre chose. C'est pas pour autant dire qu'ils ont rebroussé le chemin, par exemple. Non, non, non. Ouais, c'est pas pour autant dire qu'ils ont rebroussé le chemin du big data et tout, mais peut-être qu'ils ont atteint une certaine maturité qui fait que bon, ce n'est plus un buzz en tant que tel. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de cloud, c'est possible aussi. C'est possible mais pour le cloud, je pense que c'est un peu différent parce que toi et moi, on a déjà discuté du fait que certaines entreprises, quand même, décident de sortir du cloud. Si je ne me trompe pas, c'est Box, si je ne me trompe pas, le CEO de Box qui disait que c'est pas Box, c'est Dell, je ne me rappelle plus, mais qui disait que eux, ils avaient fini avec leur et qu'ils allaient rebrousser chemin et tout ça. Maintenant, selon moi, je ne pense pas que toutes les entreprises vont décider un jour, OK, on va quitter le cloud ou tout ça, parce que il y a quand même beaucoup d'avantages avec le cloud, il y a beaucoup d'avantages que moi je vois et tout ça avec le cloud. Mais c'est plutôt, est-ce que il faut foncer à 100% dedans? C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc, pour rattacher ça avec l'IA, par exemple, certes, il se peut que dans 5 ans, 10 ans, Zuckerberg puisse atteindre un niveau de maturité avec l'IA qui dit, OK, voilà, ça va remplacer une certaine partie d'ingénieurs, mais c'est sûr que dans ce chemin-là, dans cette in this journey, comme on dit, dans ce parcours-là, c'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas. Et peut-être qu'il y aura une certaine maturité dans l'implémentation de ces solutions-là où il peut
ils peuvent arriver à une solution un peu hybride où ils utilisent, oui, des solutions IA qui puissent faire du travail de certaines personnes, mais quand même avec des ingénieurs toujours. Parce que je pense pas, je pense que il y aura toujours le concept de human in the loop, c'est-à-dire l'humain qui est toujours là en train de vérifier pour voir, voilà, est-ce que ça fait bien ou pas. Voilà. En tout cas, c'est ça mon opinion. Non, tu as mentionné aussi le fait que ça, enfin, d'après Zuckerberg, comme tu disais, hein, l'intelligence artificielle va remplacer les mid-level engineers, right? Donc, et ceux qui viennent de commencer, les juniors, ou bien ceux qui ont été là depuis plus longtemps, les seniors. Bon, d'abord, je ne pense pas qu'il ait dit que ça allait remplacer. Il a juste dit que ça pourra faire le travail de certains mid-level engineers. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, notre interprétation, peut-être, c'est dit ça peut remplacer. Oui, ça fait le travail, donc eux, ils gagnent l'argent pourquoi? Bon, pour les débutants, et puis pour les débutants, je pense qu'on avait déjà touché sur ça sur un de nos cafés là. Ça va être un peu délicat quand même quand tu es un débutant dans ce domaine-là pour pouvoir te démarquer en fait. C'est-à-dire, si je me rappelle bien des solutions qu'on avait données, c'était de vraiment pousser ton apprentissage au lieu que ce soit vraiment de niveau de surface, c'est pousser ton apprentissage vraiment au niveau où, à un niveau où l'IA a du mal à, disons, fonctionner. Et je pense que les exemples qu'on avait donnés, c'était, on sait qu'actuellement, l'IA, c'est vraiment fort, c'est vraiment performant quand il s'agit, par exemple, de créer des codes qui sont répétitifs, des codes qui ne demandent pas beaucoup de logique en tant que tel. Voilà, des logiques assez domaine spécifiques. Je pense qu'on avait parlé de ça. Maintenant, toi, en tant qu'ingénieur, est-ce que tu peux apprendre quelque chose qui est tellement, disons, spécifique, où toi, tu es le meilleur dans ça, ou l'un des meilleurs dans ça, où l'IA peut faire une partie du travail, mais ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire la dernière partie là maintenant, toi, on peut t'embaucher pour faire ça. En fait, c'est faire cette partie-là, en fait, ce dernier travail-là dont l'IA ne peut pas forcément maîtriser, en fait. Voilà. Ouais, on avait parlé de ça. Ouais, je pense que... Mais c'est facile à dire, en fait. Voilà. C'est facile à dire que de faire. Et c'est ça, quoi. Je pense que Ben allait pour se boucher. C'est la période comment on dit, la période du froid ici, donc c'est pas, il y a beaucoup de virus qui se promènent. Ouais. Sinon, vraiment, ce que Zuckerberg a dit, c'était très intéressant. Ça fait le tour des réseaux sociaux et tout. Et beaucoup de gens ont interprété ça comme avoir déjà perdu leur travail, quoi, en fait. Voilà. Donc, enfin, ça fait déjà un moment qu'on voit toutes ces choses dans les médias, les gens parlent. J'ai un ami là, qui a, enfin, si on voit qu'il n'a pas un malin plaisir, il n'est pas vraiment ingénieur, genre hardcore, quoi. Il est plutôt porté sur le côté de manager de projet et autres. Donc, comme il dit, il a ce plaisir là, à chaque fois qu'il y a des news comme ça, il est le premier à m'envoyer des commentaires un peu sarcastiques là. Oh, c'est dommage. Genre, la période des vaches grasses comment dirais-je, des ingénieurs informaticiens en train de prendre ça, genre, c'est un peu triste tout ça. Et puis, genre, ils s'attendent une réponse, quoi, pour chose. Moi, quand je vois ça, je souris tout juste. Pas parce que j'ai l'opinion, par exemple, tu as donné cette opinion, OK, AI va remplacer les ingénieurs. Il y a aussi l'autre opinion qui est assez commune de la part des ingénieurs eux-mêmes, qui disent que non, qu'il n'y a pas de chance que l'intelligence artificielle puisse les remplacer, puisque l'intelligence artificielle ne peut pas faire ce qu'ils font en réalité. Donc, en prenant ces deux avis là en considération, à mon opinion, le problème est mal posé en fait.
Donc, pour aider à illustrer ce que j'en pense vraiment, je vais prendre l'exemple d'un orchestre. Un orchestre à l'opéra, OK? Donc, l'orchestre, qu'est-ce qui constitue l'orchestre? Il y a des musiciens qui jouent à différents instruments. Par exemple, on peut se focaliser, par exemple, sur ceux qui jouent le violon, bien qu'il y ait d'autres qui jouent les tambours et autres. Et puis, qu'est-ce qui fait que l'orchestre peut jouer quelque chose, une musique qui est agréable à tout le monde? C'est parce qu'il y a un chef d'orchestre. Maestro. Donc, la manière dont je vois en tant qu'ingénieur informatique, c'est que le processus d'écrire du code, pour moi, c'est un peu comme si tu es dans l'orchestre et puis tu joues au violon. OK? L'ingénieur, la position de l'ingénieur informatique, dans mon analogie, je vois cette position-là comme étant le chef d'orchestre qui aide à accorder pas seulement le code, mais aussi le hardware, aussi le network, aussi comment dirais-je, les symphonies qui viennent des problèmes du business qu'on doit résoudre et ainsi de suite. Donc, c'est le chef d'orchestre qui assemble tous ces différents trucs, subsystems, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça donne quelque chose d'harmonieux que le produit sur lequel ils sont en train de travailler puisse avancer pour mieux servir les clients. Okay? Donc, quand j'entends cet argument que, OK, il y a une intelligence artificielle qui sait jouer au violon. Donc, parce que l'intelligence artificielle sait jouer au violon, donc le chef d'orchestre en danger, il va perdre son travail. Moi, ça n'a aucun sens. Au contraire, s'il a moins d'instructions à donner, OK, au groupe qui joue au violon, pour qu'ils fassent leur travail de manière plus efficace, c'est un plus pour le chef d'orchestre parce qu'il a moins de temps à se focaliser sur ça et puis il peut porter son attention sur autre chose qui fait partie de tout l'orchestre, mieux agencer, comment dirais-je, les rythmes de la musique pour rendre ça agréable pour le public. Un peu comme ça que je vois la chose. Maintenant, ça c'est mon opinion. Moi, je vois les ingénieurs informatiques comme des chefs d'orchestre. Mais quand les gens commencent dans cette discipline, ils sont le plus souvent focalisés sur jouer du violon. OK? Donc, si tout leur univers dans l'informatique, là, c'est jouer ce petit rôle de jouer le violon, qui est tout simplement de taper du texte dans un truc éditeur et puis, bon, mettre dans le système pour que ça marche, c'est un problème. Tu vois un peu? Donc, et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Quand tu es dans la position du chef d'orchestre, tu es aussi celui qui guide en temps réel les différents groupes de l'orchestre pour qu'ils puissent s'accorder. Et donc, je vois ça la même chose. Même le AI, disons que le AI est présent dans la compagnie, qui est-ce qui va donner des instructions au AI et puis qui sera à même de juger de la qualité de ce qui va rentrer dans le système? Chef d'orchestre. Qui veut dire les ingénieurs, tu es d'accord avec moi? Non, bien sûr. Bien sûr. Ça m'étonnerait de voir quelqu'un de business qui n'a aucune notion de engineering venir donner des instructions à une entité qui ne réfléchit pas comme un être humain. Puis l'entité va lui donner un résultat qui n'est pas à même de juger. Ouais. Tu vois? Non, je pense que nos arguments se rejoignent. C'est-à-dire, je pense que nous, on voit l'IA comme un outil, plus comme un outil, au lieu d'une sorte de remplacement, en fait. Voilà. C'est vraiment un outil que l'ingénieur peut utiliser pour pouvoir être plus performant, c'est tout. Maintenant, à dire que ça va venir remplacer l'ingénieur ou bien tous les ingénieurs, je ne pense pas que ça ce soit, comment dire, je ne vais pas utiliser le mot faisable, mais practical. Je ne sais pas comment dire ça en français.
Ouais, mais bon, anyway, ce que je voulais dire en tout cas, c'est ça vraiment. Nos idées quand même se rejoignent, nos arguments se rejoignent. C'est-à-dire, on ne pense pas vraiment que l'IA va venir genre, remplacer tout le monde. Non, non, non. Mais tu sais, on peut aller plus loin encore. Par exemple, quand on parle de l'IA, par exemple, en 2022, quand ça venait de sortir, Mhm, tout le monde parlait de ChatGPT. mhm, Mais ChatGPT, il y en a eu d'autres. mhm, Il y a commencé à avoir la compétition avec d'autres genres de modèles qui font des vidéos, qui font des mhm, photos, qui font de mhm, l'audio, etc. Donc, pendant 2023, on en a vu plein défiler. mhm, Après, il y a eu des techniques, tout le monde était focalisé sur prompt engineering. mhm, Est-ce que agencer ces phrases d'une certaine manière, donc il y avait les techniques comme chain of thoughts et autres, pour que ChatGPT ou bien les autres IA puissent donner de meilleurs résultats. Un peu après, il y avait toutes ces histoires euh, de trucs function calling pour mhm. que la réponse soit un peu plus structurée et puis devienne plus utile dans un système de logiciel. Mais cette année, par exemple, si tu te poses la question, c'est quoi, quand on parle de AI, c'est quoi le focus en ce moment? Agents. Il y a du buzz en ce moment. Agent. Agents. Yeah. Ok. Donc, agent veut dire quoi? L'intelligence artificielle, bon, tout à l'heure, je cherchais la référence, je vais retrouver ça après. L'intelligence artificielle, de la même manière que, bon, je repars sur mon analogie d'abord. Dans l'orchestre, il y a le chef d'orchestre, il y a les différents membres du groupe qui jouent différents instruments. Est-ce que le violon de lui-même peut décider un matin de jouer une musique qui est harmonieuse? Non. Ça n'a aucun sens. Ouais, il faut que quelqu'un joue le violon. Ouais. Le violon n'est pas animé d'une idée ou bien d'un but. D'une conscience, ouais, ouais. Donc, Ouais. le violon n'a pas d'agence. Donc, de Mhm, la même manière que le violon n'a pas d'agence, de la même manière que l'intelligence artificielle n'a pas d'agence non plus. mhm, L'intelligence artificielle n'a pas un but de dire, ah, OK, ce matin, je décide de faire X, Y, Z. Non. mhm, Il faut que quelqu'un qui a une agence mette une partie de son agence dans l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle soit à même de faire quelque chose d'utile. mhm, Donc, en ce moment, il y a le buzz partout, on parle de AI agents, c'est pas tout simplement parce que euh, les IA ont été améliorés, sont vraiment capables de faire beaucoup de choses, mais comme ces IA n'ont pas d'agence, il faut que quelqu'un leur donne des instructions ou bien un but à joindre. mhm, mhm. Ouais. Donc, c'est à Non, cause de ça qu'en ce moment, il y a tout ce buzz sur les AI agents. Donc, ma question revient encore. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune notion de engineering peut s'asseoir et puis créer un agent? en tout cas, je peux te dire, sauf si Microsoft crée un outil qui fait en sorte que tu puisses créer un agent aussi facilement, je ne pense pas. Non, parce que moi, j'ai fait une présentation sur les agents aussi. Il faut des notions d'ingénierie. Ouais. C'est un argument circulaire parce que cet outil qui va permettre aux gens qui ne savent pas coder de créer un agent, qui crée cet outil? Les ingénieurs. Ok. Mm. Tu En tout vois, cas, c'est ça. Hein. donc je dis qu'on pose un peu la question, on restructure le problème en faisant ce genre d'analogie, hein. On retombe à la même chose que ce sont encore les ingénieurs qui sont derrière. Ouais, Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire du côté des ingénieurs. Ça veut dire que le focus des ingénieurs aussi doit changer. exactement. Ouais. Voilà. Je me souviens, il y a quelques années, enfin, quand je commençais même le terme software ingénieur, les gens ne parlaient pas de ça. On parlait plutôt de analyste, programmeur, analyste, les trucs. Mm. C'est un peu après que le terme software engineer, en tout cas, a commencé à devenir un peu plus commun, puis les gens autour de moi ont commencé à utiliser. Bon. Mhm, mhm, Ce qui veut dire que quoi, quand on a commencé, par exemple, les concepts comme DevOps et autres n'existaient pas. mm. La plupart des ingénieurs partaient tout juste au travail, taper du code, et puis rentrer à la maison. Mm. Même écrire des tests pour les codes, ça n'existait pas. Yeah, Il y avait beaucoup d'équipes qui étaient responsables de prendre le code et puis tester.
Ouais. Quand le thème de TDD, Test Driven Development, a commencé à devenir à la mode, du coup, ils ont ajouté la fonction de tester le code sur le travail de l'ingénieur qui n'avait qu'à écrire du code tout simplement au début. C'était code, tu codes et tu testes. Ouais. Après, c'était les histoires de, comment dirais-je, DevOps. Pas que DevOps n'existait pas avant, mais il y avait des équipes spéciales pour s'occuper des machines Linux et autres. Quand DevOps est devenu à la mode, ils ont dit, ah, tout le monde doit faire DevOps. Donc, l'ingénieur maintenant écrit le code, il teste et puis il fait DevOps. Donc, on a parlé de DevOps Engineer, blablabla. Ils ont commencé à parler de Big Data. Big Data, il y a plein de DevOps work à faire. Et toutes ces machines pour pouvoir process les workloads. Le Big Data, les mêmes ingénieurs, c'est venu s'ajouter sur leur travail. Ouais. Après, c'est devenu machine learning, blablabla. Ils sont venus ajouter ça. Le même ingénieur commence à faire tout ça. Okay? Après, c'est devenu, bon, c'est pas à un moment, c'était la période de data science et autres. Et puis, bon, fast forward à aujourd'hui, on parle de agents et tout ça. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est du travail supplémentaire qui fait que ça a ajouté dans le stack de ce que l'ingénieur a à faire. On se retrouve dans une situation comme aujourd'hui, avec les déclarations de Zuckerberg ou plein d'autres CEO. Moi, je vois ça en fait comme si on dit à l'ingénieur, OK, donc toutes ces choses que vous avez à faire, tel module sera automatisé par l'intelligence artificielle. Tel autre module sera peut-être automatisé par un agent. Tu vois, parce que l'ingénieur, là, c'est pas ça son goal de faire tout ce stack de travail. Son goal, c'est de résoudre des problèmes pour le business. Pour l'entreprise, ouais. Donc, s'il y a des choses qui peuvent automatiser son travail, ce sont des choses qui sont bienvenues. Bien sûr. Bien. Ouais. Non, en tout cas, je trouve que c'était intéressant comme comment on dit, post. Ça a fait quand même le buzz et tout. Et il y aura toujours ce genre de... Parce que c'est ça la peur, en fait. Parce que beaucoup de gens disent, oh, avec l'IA, tout le monde va perdre son boulot, quoi, des trucs comme ça. Donc, ce genre de post, ça ne fait que créer du buzz. Ouais, donc ça, mais l'avenir nous dira. C'est que souvent, si j'ai des questions que je me pose, peut-être tu as trouvé que c'est une question un peu folle. Mais je sais que pendant quelques années, à cause de la montée en puissance des ingénieurs, genre l'adoption de la pratique de software engineering par les compagnies, il y a plein de compagnies qui ont commencé à devenir plus efficaces. Donc, en opérant de manière plus efficace, ça a impacté beaucoup de travail aussi. Il y a plein de gens qui ont tout simplement perdu leur travail, ils étaient obligés d'aller faire autre chose. Parce que c'était automatisé justement par des software engineers. Donc, je pose la question, est-ce que les gens n'attendent pas ce moment-là pour dire, hey, vous qui avez automatisé notre travail qui a disparu, maintenant ça va tout. C'est possible. C'est possible, en tout cas, c'est possible. C'est possible. Je dis ça, c'est que souvent, j'entends ce genre d'idée que le AI va remplacer les développeurs. Les développeurs. Et puis souvent, comment dirais-je, ce genre de nouvelles, soi-disant nouvelles ou quoi, là, ça vient de personnes que je connais qui ne font même pas software engineering. Ouais. Parce que quand tu es dans le domaine, tu vois en fait le travail qu'il y a et tu te dis non, un outil comme ça ne peut pas venir faire ça facilement comme ça, c'est pas possible. Tu vois, non, je suis d'accord avec toi. C'est ça, on dit, je pense qu'au Burkina, on dit chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou. Donc, c'est le tour des ingénieurs de passer chez le coiffeur. Non, je pense que c'est juste une histoire où, comment dire, ce que l'ingénieur a à faire va changer. Bon, ça, c'est ma manière de voir, dans la manière dont je suis en train d'envisionner que ça va changer, mais ça peut être autre chose. Toujours dire que le AI va changer le monde du travail, y compris l'ingénieur. C'est clair, et ça a déjà commencé. Ça, moi, je vois ça déjà, c'est clair. Ouais. En tout cas, c'est bon.
pour dans la semaine prochaine, non, pas pour la semaine prochaine, dans 2 semaines, le Ubuntu Talk. Je ne pense pas qu'on a un sujet déjà, hein, mais je pense que si ce n'est pas Afis, ce sera peut-être moi qui vais présenter quelque chose. Dans ma tête, je vois un truc comme, je pensais à DBT. C'est un outil pour data engineering là. Je n'ai jamais utilisé ça, donc ça sera peut-être une occasion pour moi d'apprendre et puis essayer de faire une présentation sur ça, DBT. DBT. Ouais, soit ça, ou bien je pensais aussi à Databricks. Ça faisait longtemps que j'avais touché à Databricks, donc je pensais aussi à essayer de voir quel use case je peux voir avec Databricks. Ah, je peux faire une suggestion quand tu parles de Databricks. Okay. Ils ont un cloud offering, ils ont une offre de cloud qui s'appelle, le nom m'échappe, mais en fait, c'est leur banque de données qui s'appelle Cassandra. Okay. Ils ont une version qu'ils offrent dans le cloud où, bon, c'est un NoSQL database, bien sûr. Mais récemment, à cause justement de tous ces changements dans AI, ils ont ajouté une nouvelle fonction dans leur truc de Cassandra qui joue le rôle de vecteur database. OK. Donc, pour faire les scénarios comme RAG, genre Retrieval Augmented Generation. OK. Ouais, en tout cas, c'est une bonne idée pour voir ça. Ouais. Yeah, en tout cas, pour aujourd'hui, je pense que c'était quand même un sujet assez intéressant. Ouais. Ouais. Donc, on va encore partager les liens en bas de la vidéo. Et puis, en tout cas, profitez, venir assister au Ubuntu Talk. Ubuntu Talk qui sont chaque 2 samedis le matin, à notre 9h30. Et je pense que GMT, c'est 15h30. Maintenant, c'est 15h30 GMT, si je ne me trompe pas. Ouais, ça dépend si à 4h ou 5h, c'est un peu. C'est 6 à partir d'ici. Si à 4h, ça sera à 14h30, je pense. Mais si à 5h en ce moment, ça sera à 15h30. Ouais, c'est 15h30. Parce que c'est 10h30 chez toi. Ouais. Ouais. D'accord. OK. On va faire comme ça. OK, cool. Yeah. Prochaine. À la prochaine.